Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro des Matins du Sénat. Je vous propose ce matin de suivre une audition de Didier Migaud, président du Haut Conseil des finances publiques. Cet organe indépendant, créé en 2012, est chargé de donner un avis sur la cohérence des différents textes budgétaires. Et mercredi dernier, Didier Migaud a présenté aux sénateurs l'avis du Haut Conseil sur le budget de l'État et sur le budget de la Sécurité sociale pour 2019. Alors le budget de l'État est marqué cette année par une baisse d'impôts de 6 milliards d'euros avec la suppression de la taxe d'habitation et une baisse de cotisations salariales. Quant au budget de la Sécurité sociale, il est en excédent de 700 millions d'euros pour la première fois depuis 18 ans. C'est donc la fin du célèbre trou de la Sécu. Tout de suite, l'audition de Didier Migaud, président du Haut Conseil des finances publiques. Mes chers collègues, si vous voulez, bien, nous allons débuter notre réunion de commission, constatant que la présence des uns et des autres est quand même relativement satisfaisante. J'ai craint un instant que nous soyons encore moins nombreux en raison de l'interruption. Mais oui, je l'ai craint. En raison de l'interruption du travail parlementaire d'hier soir. Mais je vois que le niveau de conscience politique des membres de la Commission des finances est toujours à son plus haut. Je voudrais, en votre nom, saluer le président Didier Migaud, double président, si je puis dire, premier président, comme vous le savez, de la Cour des comptes, mais en l'espèce, aujourd'hui, président du Haut Conseil des finances publiques, puisque c'est pour nous présenter l'avis de celui-ci qu'il est à nos côtés en ce mercredi après-midi. Nous avons bien sûr pu prendre connaissance de cet avis dès sa publication en début de semaine, mais vous allez, Monsieur le Président, nous apporter des éclairages complémentaires, j'en suis sûr, sur la manière dont il a été élaboré cette année et sur les données macroéconomiques sur lesquelles il s'appuie, et les hypothèses, bien sûr, relatives aux prévisions macroéconomiques. Qu'ils soient de nature positive ou au contraire plus réservés, comme en particulier il y a 2 ans, l'avis du Haut Conseil est important pour éclairer la représentation nationale sur la sincérité en particulier du projet de loi de finances, de ses modalités de construction, la crédibilité de notre trajectoire budgétaire telle qu'elle ressort des orientations budgétaires, et ceci au regard notamment de nos engagements européens, bien entendu. Je vais donc vous laisser la parole en rappelant que notre commission est bien sûr ouverte à la presse et retransmise en direct sur le site internet du Sénat. Voilà, Monsieur le Président, à vous la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, merci de m'avoir invité devant votre commission afin de vous présenter les principales conclusions de l'avis du Haut Conseil des finances publiques relatif au projet de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2019. Alors, je suis accompagné cet après-midi du rapporteur général de ce Haut Conseil, François Monnier, de Vianney Bourcard, rapporteur général adjoint, ainsi que de Vladimir Borgy, rapporteur. L'exercice qui nous rassemble aujourd'hui est désormais bien rodé. C'est la 6e fois que le Haut Conseil rend un avis sur le projet de loi de finances et de financement de la sécurité sociale, la 2e sous cette législature. Alors, comme vous le savez, la mission du Haut Conseil des finances publiques ne consiste pas à produire ses propres prévisions. Il doit se prononcer sur les prévisions macroéconomiques présentées par le gouvernement à l'occasion du PLF et du PLFSS pour 2019, ainsi que sur la cohérence de ces projets avec les orientations pluriannuelles de solde structurel. Or, cette mission nous conduit à réaliser une analyse approfondie des textes qui nous sont soumis par le gouvernement. Et pour formuler notre avis, nous nous appuyons sur des prévisions issues d'un ensemble d'organismes tels que la Commission européenne, le FMI, l'OCDE. Nous sollicitons également de nombreux prévisionnistes nationaux, économistes comme l'INSEE, la Banque de France, Rexecode, l'OFCE, que nous avons auditionnés dans le cadre de nos travaux cette année.
Voilà pour la méthode. En guise d'introduction, je voudrais tout d'abord revenir sur le contexte macroéconomique dans lequel s'inscrivent les deux textes qui nous ont été soumis. J'en viendrai ensuite aux appréciations que porte le Haut Conseil sur les prévisions macro formulées par le gouvernement et sur le scénario de finances publiques qui leur est associé. Alors, j'évoquerai en premier lieu le contexte macroéconomique dans lequel interviennent le PLF et le PLFSS. Au cours des derniers mois, tout d'abord, la croissance mondiale s'est infléchie, légèrement en Europe et au Japon, et plus fortement pour certains pays émergents. À l'inverse, elle s'est affermie aux États-Unis. Le dynamisme de l'activité économique américaine devrait d'ailleurs, d'après la plupart des prévisions disponibles, continuer de soutenir la croissance mondiale. S'agissant de la zone euro, maintenant, la croissance économique accuse un léger ralentissement. Elle est ainsi passée d'un rythme trimestriel de 0,7% en 2017 à 0,4% au premier semestre 2018. Et cette tendance reflète un environnement international devenu moins favorable depuis l'été 2017. Les causes sont multiples, bien connues de votre commission. J'en citerai néanmoins quelques-unes, telles que la hausse des prix du pétrole, l'appréciation de l'euro, l'accroissement des incertitudes commerciales, politiques, pesant sur l'économie mondiale, les symptômes des facteurs que je viens de rappeler, le climat des affaires, tiré des enquêtes de conjoncture européenne, s'est replié au cours du premier semestre 2018, après avoir atteint des niveaux très élevés en fin d'année 2017. Malgré ces signaux, plusieurs paramètres d'activité demeurent positifs. Le climat des affaires reste aujourd'hui encore supérieur à sa moyenne observée sur une longue période. La croissance européenne bénéficie également de l'orientation toujours favorable de la politique monétaire, ainsi que des effets bénéfiques de politiques budgétaires légèrement expansionnistes. Ainsi, passé le ralentissement dont je viens de vous rendre compte, et d'après les prévisions disponibles, la croissance de la zone euro devrait plutôt à l'avenir se stabiliser. Alors j'en viens à la situation de la France. Le ralentissement de l'activité économique française observé au début de l'année 2018 a été plus prononcé que celui de la moyenne de la zone euro. Notre croissance est en effet limitée à 0,2% pour chacun des deux premiers trimestres 2018. Alors, cet écart avec nos partenaires européens tient essentiellement à la situation des ménages. La consommation des ménages français a ainsi stagné au cours du premier semestre 2018, alors qu'elle continuait d'augmenter à un rythme assez soutenu chez nos voisins. L'une des explications que l'on peut avancer à ce différentiel réside dans le calendrier des mesures fiscales nouvelles qui ont pesé au cours du premier trimestre sur le pouvoir d'achat des ménages. D'autres facteurs temporaires peuvent expliquer ce ralentissement. C'est le cas, par exemple, des grèves qui sont intervenues dans le secteur des transports. La situation et les perspectives de croissance que je viens de vous exposer, s'agissant de l'activité mondiale, européenne et nationale, sont toutefois entachées d'incertitudes dont rend compte l'avis du Haut Conseil. Et pour 2019, les perspectives de croissance sont entourées de risques économiques qui apparaissent importants. Ces risques sont multiples. Je pense notamment à la montée des tensions commerciales, aux résultats des négociations sur le Brexit, à la situation de l'Italie, au déséquilibre financier en Chine, à la fragilité de plusieurs pays émergents, la Turquie, l'Argentine, l'Afrique du Sud ou encore le Brésil. Il est également à craindre que le déséquilibre budgétaire américain et le relèvement des tarifs douaniers provoquent une accélération de l'inflation et de ce fait un rééquilibrage défavorable de la politique monétaire américaine. Enfin, pour finaliser ce cadrage, le Haut Conseil souligne que le poids élevé de l'endettement public et privé observé dans de nombreux pays fait peser un risque supplémentaire pour la croissance mondiale dans un contexte de resserrement graduel des politiques monétaires. Alors, j'en arrive désormais aux observations formulées par le Haut Conseil sur le scénario présenté par le gouvernement. S'agissant de la croissance pour 2018, la prévision du gouvernement établie dans le projet de loi de finances 2019 est de 1,7. Cette prévision est identique à celle qu'il avait retenue il y a un an à l'occasion du PLF 2018. Elle est toutefois inférieure à celle que le gouvernement avait formulée au printemps dernier dans son programme de stabilité, compte tenu de l'acquis de croissance
au deuxième trimestre 2018, estimée à 1,3%. La réalisation en 2018 d'une croissance de 1,7% en moyenne annuelle suppose une nette accélération de l'activité d'ici la fin de l'année à un rythme d'au moins 0,5% par trimestre. Ceci étant, plusieurs signaux permettent d'anticiper une remontée du taux de croissance au troisième trimestre 2018. Je pense par exemple à la production industrielle de juillet et aux dernières enquêtes de conjoncture dont nous avons eu connaissance. Or, dans son avis, le Haut Conseil des finances publiques juge crédible la prévision de croissance du gouvernement fixée à 1,7. Cette prévision est en ligne avec celle des organisations internationales et des instituts de conjoncture qui la situent pour la plupart entre 1,6 et 1,7. S'agissant de la croissance en 2019, qui s'élèverait à 1,7%, le Haut Conseil considère que les hypothèses retenues par le gouvernement quant à l'évolution de la demande des ménages et des entreprises sont plausibles. Cette prévision de croissance pour 2019 est là encore en ligne avec la moyenne des prévisions disponibles. La plupart présentent en effet une progression de l'activité en 2019 proche de celle anticipée pour 2018. Le Haut Conseil considère donc que la prévision de croissance du gouvernement pour 2019 est plausible. Il note toutefois que cette prévision est affectée d'un degré d'incertitude, il y en a toujours, mais ce degré d'incertitude est plus fort que les années précédentes. Comme je l'évoquais précédemment, cette incertitude provient essentiellement des risques pesant sur l'environnement économique international. S'agissant des prévisions d'emploi et de masse salariale, le Haut Conseil estime pour 2018 que celles-ci sont cohérentes avec les informations disponibles. Pour 2019, les prévisions sont là encore plausibles. Dans le détail et selon le gouvernement, la masse salariale des branches marchandes non agricoles augmenterait en valeur de 3,5% en 2018 et en 2019. Il s'agit d'une progression similaire à celle observée en 2017 et la croissance de l'emploi s'affaiblirait en revanche progressivement jusqu'en 2019. Dans le scénario établi par le gouvernement, la prévision de masse salariale pour 2018 est revue à la baisse par rapport au programme de stabilité qu'il avait fixé à 3,9%. Cette révision vise à prendre en compte les données d'activité du premier semestre 2018, qui connaît donc un petit tassement. Enfin, s'agissant des prix à la consommation pour 2018, la hausse des prix anticipée dans le PLF 2019 serait de 1,8 en moyenne annuelle. L'inflation serait sensiblement plus élevée que le niveau prévu l'année dernière, qui s'établissait à 1,1. Pour l'essentiel, cette différence est à l'évolution des prix de l'énergie. Dans ce scénario, l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire hors prix volatiles comme ceux des carburants et de certains produits alimentaires, se redresserait progressivement de 0,4% en 2017 à 0,9% en 2018. L'inflation sous-jacente serait soutenue notamment par une remontée des prix des services liés à celle des salaires. Or, cette prévision d'inflation est cohérente avec les indices des prix constatés jusqu'en août 2018, avec l'hypothèse d'une stabilisation du prix du pétrole à $73, soit 63 € le baril de Brent. Aujourd'hui, il est plutôt autour de 80 $, voire légèrement au-dessus, il fluctue. J'en viens à présent à l'année 2019. La prévision d'inflation formulée par le gouvernement pour 2019 est de 1,4% en moyenne annuelle. Elle anticipe donc une baisse de l'inflation par rapport à 2018 qui s'expliquerait par une moindre contribution des prix de l'énergie et des tarifs administrés. Dans ce scénario, l'inflation sous-jacente continuerait de remonter sans refléter totalement l'accélération des salaires. Ces prévisions pour 2018 et 2019 sont un peu inférieures aux moyennes du consensus forecast de septembre, qui sont respectivement de 1,9 et de 1,6. Mais le Haut Conseil considère que les prévisions d'inflation retenues sont raisonnables. Voilà pour les observations relatives au scénario macroéconomique retenu pour les années 2018 et 2019. J'en viens maintenant aux observations formulées par le Haut Conseil sur les prévisions de finances publiques. Alors, pour commencer, je voudrais souligner le caractère particulièrement complexe de la lecture de l'évolution des finances publiques pour les années 2017 à 2019. Cette complexité tient à deux éléments. Premier élément qui
ne vous a pas échappé, bien sûr, l'INSEE a procédé au début de ce mois à des révisions des comptes des administrations publiques. Ces révisions visent à intégrer le reclassement de SNCF Réseau au sein des administrations publiques, la comptabilisation de la recapitalisation d'Orano, ex-Areva, l'actualisation aussi de données budgétaires par rapport aux chiffres de mars 2018. Elles ont conduit à revoir les niveaux de déficit et de dette publique pour les années 2016 et 2017. Il en résulte une dégradation du déficit public nominal et du déficit structurel de 3,2 milliards d'euros en 2016 et de 1,9 milliard d'euros en 2017. Les déficits de 2018 et 2019 ne sont quant à eux affectés que de manière marginale par ces révisions. L'impact négatif du reclassement de SNCF Réseau sur les soldes serait ainsi quasiment compensé par les améliorations observées s'agissant des administrations de sécurité sociale et du compte d'affectation spéciale transition énergétique. Alors, deuxième élément qui complique la lecture, les 3 années 2017 à 2019 sont marquées par 2 opérations budgétaires exceptionnelles de grande ampleur. La première est le remboursement de la taxe de 3% sur les dividendes en 2017 et 2018 à la suite de son invalidation par le Conseil constitutionnel et sa compensation sur sa seule année 2017 par une surtaxe exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés. Cette mesure représente 0,2 points de PIB en 2018. La seconde, c'est la transformation du CICE en baisse de cotisation au 1er janvier 2019, et cette mesure représente 0,9 points de PIB en 2019. Ces 2 opérations n'influenceront plus les comptes publics au-delà de 2019. Si on les neutralisait, le scénario d'évolution de la situation des finances publiques proposé par le gouvernement induirait une réduction du déficit public d'environ 0,3 points en 2018, 0,5 points en 2019. La réduction en 2018 et 2019 se partagerait à peu près également entre une amélioration de la composante conjoncturelle et une amélioration du solde structurel. Alors, j'en viens à notre appréciation sur les prévisions de recettes et de dépenses formulées par le gouvernement. S'agissant des recettes tout d'abord, les prévisions pour l'année 2018 sont en ligne avec les informations dont nous disposons. En particulier, la prévision émise quant aux recettes fiscales nettes de l'État est cohérente avec les encaissements observés à ce stade de l'année. Alors, le gouvernement retient une élasticité des prélèvements obligatoires au PIB de 1,1 en 2018. Cette élasticité supérieure à l'unité serait essentiellement due à l'évolution plus dynamique que le PIB de la masse salariale, sur laquelle sont assises les cotisations sociales et une grande part des prélèvements sociaux. Pour 2019, le gouvernement prévoit une élasticité unitaire des prélèvements obligatoires à la croissance. Au total, pour 2018 comme pour 2019, le Haut Conseil a considéré que les prévisions de prélèvements obligatoires sont réalistes au regard du scénario macroéconomique présenté. S'agissant des dépenses maintenant, l'augmentation globale des dépenses présentée dans le PLF hors crédit d'impôt pour 2018 est de 1,6 en valeur, de 0% en volume, en retenant pour déflateur, comme le font usuellement les gouvernements, l'indice des prix à la consommation hors tabac. En 2019, l'objectif d'évolution des dépenses des administrations publiques hors crédit d'impôt, hors opérations exceptionnelles, augmente. Il est de 1,9% en valeur et de 0,6% en volume. Si nous prenions un indice moins volatile, corrigé du prix du PIB, que les prix à la consommation hors tabac, la dépense progresserait en volume de 0,7 en 2018 comme en 2019. Le Haut Conseil relève que des efforts visant une budgétisation plus réaliste des dépenses de l'État ont été effectués depuis le PLF pour 2018, notamment sur les opérations relevant des ministères de la Défense et de l'Intérieur. Toutefois, des risques de tension dans l'exécution budgétaire au cours de l'année 2019 peuvent demeurer, dans le contexte d'un maintien en PLF 2019 d'un taux de mise en réserve à 3% hors dépenses de personnel. Ces risques nécessiteront une exécution rigoureuse de l'ensemble des dépenses pilotables de l'État. Pour leur part, les dépenses des administrations de sécurité sociale seraient en légère décélération en 2019 par rapport à 2018, d'1,8% contre 2% en valeur. Les dépenses de retraite et de certaines prestations sociales hors minima sociaux
serait ainsi modéré par une revalorisation de 0,3% contre une inflation estimée par le gouvernement à 1,4% l'année prochaine. Enfin, les dépenses des administrations publiques locales augmenteraient en 2018 et 2019 de 2,3%, soit un rythme proche de celui observé en 2017 qui s'établissait à 2,5%. De ce fait, la capacité de financement des administrations publiques locales continuerait à progresser. Le gouvernement fait l'hypothèse du respect en 2018 comme en 2019 de l'objectif d'évolution de la dépense locale de fonctionnement, pour partie déclinée dans un cadre contractuel. Les informations disponibles à ce jour indiquent en effet une évolution modérée de la dépense locale de fonctionnement en 2018 à un rythme proche de celui attendu par le gouvernement. Une incertitude demeure toutefois concernant la vigueur de l'investissement local en 2018 et 2019 dans cette phase du cycle électoral, compte tenu des marges de manœuvre ainsi dégagées. En résumé, la prévision de dépenses formulée par le gouvernement repose sur des efforts de maîtrise de la part de l'ensemble des administrations, État, Sécurité sociale, collectivités territoriales. Pour 2018 comme pour 2019, le Haut Conseil estime que cette perspective d'évolution est atteignable. Notre institution considère que la prévision de déficit public pour l'année 2019 est plausible, compte tenu du scénario macroéconomique retenu, des baisses de prélèvements décidées pour 2019, et notre appréciation repose néanmoins sur la stricte tenue de la trajectoire de dépenses envisagée à ce jour. Si l'exécution n'est pas stricte, cela pourrait avoir des conséquences sur le non-respect de cette trajectoire. J'en viens à présent à la cohérence des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale avec les orientations pluriannuelles de solde structurel. Alors cette cohérence s'apprécie, vous le savez, au regard de la trajectoire de solde structurel formulée dans la dernière loi de programmation, celle du 18 janvier 2018. Le déficit structurel est proche de la trajectoire fixée en loi de programmation. Nous avons pu constater que les prévisions de solde structurel associées au projet de loi de finances pour 2019 ne faisaient pas apparaître d'écart important par rapport à la trajectoire de la loi de programmation pour les années 2018 à 2022. Vous savez, pour qualifier cet écart d'important, il faut être à 0,5%. L'ajustement structurel, c'est-à-dire la variation du solde structurel d'une année sur l'autre, s'élève à 0,1 point de PIB en 2018 et à 0,3 point de PIB en 2019. L'effort structurel, qui, je le rappelle, représente la partie de l'ajustement structurel directement lié à un effort en dépenses ou à des mesures nouvelles de prélèvement obligatoire, serait nul en 2018. Pour être plus précis, l'effort réalisé sur la dépense serait compensé par l'impact des baisses de prélèvement et en 2019, l'effort structurel serait de 0,3 points de PIB. Alors, pour autant, le Haut Conseil relève que le gouvernement n'a pas comptabilisé en opération ponctuelle et temporaire la mesure d'augmentation prévue en 2019 du 5e acompte d'impôt sur les sociétés, dont l'effet est pourtant limité, c'est en toutes lettres dans le projet de loi de finances, à la seule année 2019. Cette mesure, dont le rendement est estimé à 1,5 milliard d'euros, est donc considérée par le gouvernement comme contribuant à l'amélioration du solde structurel. Le Haut Conseil estime pour sa part qu'il serait logique de la classer en opération ponctuelle et temporaire, son impact étant limité au seul exercice 2019. Alors, si tel était le cas, l'effort structurel, comme l'ajustement structurel, serait minoré de l'ordre de 0,1 point de PIB en 2019 par rapport à la présentation du gouvernement. Il serait donc plus proche de 0,2 points de PIB que de 0,3 points. Alors, même si cette mesure avait été classée comme temporaire, l'écart entre le déficit structurel présenté dans le cadre de ce PLF et la trajectoire définie par la loi de programmation ne pourrait toujours pas être considéré comme important, au sens toujours de l'article 23 de la loi organique. Or, ces chiffres doivent également s'apprécier au regard des engagements européens que la France a pris. À ce titre, le Haut Conseil souligne que les ajustements structurels prévus pour 2018 et 2019 et qui seront soumis à l'appréciation de la Commission européenne sont inférieurs au minimum prévu dans le volet préventif du pacte de stabilité, qui correspond à un ajustement d'au moins 0,5 points par an.
Le Haut Conseil avait déjà relevé dans son avis relatif à la loi de programmation de janvier 2018 que la trajectoire de finances publiques définie par cette loi s'écartait des engagements européens de la France, puisqu'au lieu d'être à 0,5, c'est 0,3 et encore. En ce qui nous concerne, nous contestons le 0,3 qui pour nous n'est qu'un 0,2 en fonction des règles qui sont en vigueur. Voilà pour les principaux éléments développés dans l'avis formulé par le Haut Conseil. J'en terminerai avec une remarque générale en cohérence avec les observations antérieures du Haut Conseil. Dans le scénario proposé par le gouvernement, le déficit nominal des comptes publics resterait proche de 3 points de PIB à l'horizon 2019. Toutefois, une fois neutralisé l'impact de la transformation du CICE en baisse de cotisation de 0,9 points, le déficit nominal se réduirait sensiblement, mais cette réduction serait due pour plus de la moitié à la conjoncture économique favorable dont bénéficient les finances publiques nationales. Le déficit structurel de la France, qui se situe aux alentours de 2 points de PIB, demeure donc à un niveau nettement plus élevé que celui de la plupart de nos partenaires européens. La moyenne des déficits structurels des pays membres de la zone euro se situe en effet aux environs de moins 0,5 points de PIB en 2018. En France, nous avons moins 2,2% de déficit structurel. Le déficit structurel ne se réduirait que lentement au regard des règles européennes. Et comme vous le savez, la France se situe désormais dans le volet préventif du pacte de stabilité et de croissance. Dans ce volet, les pays membres doivent s'assurer de la convergence à un rythme suffisant vers leur objectif de moyen terme de solde structurel. La France reste loin de son objectif fixé à moins 0,4 points de PIB. Notre pays est actuellement l'un des membres le plus éloignés de son objectif de moyen terme. Par ailleurs, la France n'aurait pas encore amorcé à l'horizon de 2019 la réduction de son ratio de dette publique au PIB, à la différence de la quasi-totalité des pays européens qui ont déjà entamé depuis plusieurs années cette réduction de leur dette. Malgré une certaine amélioration, la situation de nos finances publiques constitue toujours une fragilité de notre économie, avec une dette qui approche les 100 points de PIB, qui a progressé de plus de 30 points depuis la crise de 2008. La France ne dispose que de marges de manœuvre limitées pour faire face à un éventuel fort ralentissement de l'activité économique, alors que le contexte international est marqué par des incertitudes, comme je l'ai noté tout à l'heure, particulièrement élevées. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, ce que je pouvais vous dire de l'avis du Haut Conseil des finances publiques. Merci, Monsieur le Président. Mes collègues étaient encore assez peu nombreux, mais je vois qu'ils commencent un peu à s'inscrire, donc on ne va pas manquer de questionnements. Néanmoins, je voudrais profiter de l'absence du rapporteur général pour poser moi-même quelques questions à nos interlocuteurs et singulièrement à vous-même, Monsieur le Président Migaud. Vous l'évoquiez à l'instant même en conclusion, la prévision de croissance que fait le Haut Conseil s'inscrit dans un contexte international qui est marqué par des incertitudes particulièrement élevées. Est-ce que vous pourriez aller encore un peu plus loin en tentant de quantifier ces incertitudes, en nous indiquant par exemple un ordre de grandeur de ce que pourrait être un scénario de croissance dans un contexte défavorable? Est-ce que vous voyez de ce point de vue en quelque sorte un plancher et pourriez-vous nous éclairer sur ce point? Le ralentissement de la croissance a été 2 fois plus prononcé en France que dans le reste de la zone euro au premier semestre de l'année. Vous soulignez que cela est sans doute lié à la politique fiscale du gouvernement qui a décalé les baisses de cotisations sociales pour les salariés, avec des effets sur la consommation et donc sur la croissance. Est-ce qu'on ne peut pas considérer, comme certains le font, au risque que le Haut Conseil sorte de sa prudente et traditionnelle réserve, qui a là, en quelque sorte, une erreur de pilotage macroéconomique tout à fait évidente, puisqu'on est dans un ralentissement du rythme de croissance dont il faut bien quand même, de façon comparative, trouver quelques motifs à l'expliquer.
Enfin, lors de notre déplacement récent d'une délégation du bureau de la Commission à Washington, nous avons eu l'occasion de rencontrer la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, qui avait auprès de nous fortement insisté sur la nécessité de réparer la toiture quand le soleil brille. Bien sûr, c'est une formule, mais enfin, on voit bien ce dont il s'agit. Or, l'actuelle majorité continue de bénéficier d'une conjoncture tout à fait favorable, avec une croissance très supérieure à la croissance potentielle. Pourtant, l'effort structurel prévu par le gouvernement est absolument nul en 2018, après avoir été négatif l'année dernière. C'est une première depuis 2012 tout de même, donc c'est pas juste un élément comme ça de conjoncture circonstanciée. Est-ce qu'on n'est pas en train de manquer une opportunité historique de redresser la situation des comptes publics en ne faisant pas porter l'effort sur du redressement structurel? Là encore, malgré nos divergences d'appréciation politique traditionnelle, nous sommes, je crois, ici dans une certaine convergence sur cette analyse. Pour beaucoup d'entre nous, tout au moins. Président. Il est extrêmement difficile, et les économistes ne prennent pas ce risque, de quantifier les incertitudes. Alors, il y a des aléas baissiers, des aléas haussiers. C'est vrai que l'année 2019 apparaît comme étant plutôt entourée d'incertitudes baissières. Bon, puisque, je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a tous les éléments de guerre commerciale qui peuvent exister entre les États-Unis et la Chine, qui peuvent ne pas avoir d'impact immédiat, mais qui à moyen terme peuvent avoir un impact plus lourd. Il y a la situation en Europe, avec notamment la situation italienne. Bon, il y a d'autres tensions qui peuvent exister dans un certain nombre de pays émergents, avec les conséquences que cela peut avoir. Bon, il y a bien sûr le prix du baril du pétrole, bon, qui est lié aux tensions qui peuvent exister sur le plan international. On le voit bien à la suite des sanctions, la reprise des sanctions américaines contre l'Iran. Bon, donc et on le voit aujourd'hui sur le prix du baril du pétrole. Hein. Il suffit que le prix du baril du pétrole augmente de $10 pour que ça puisse correspondre à 0,1 point de PIB la première année, si on reste durablement au-dessus de ces $10 supplémentaires. Donc ça peut avoir bien sûr des conséquences sur la croissance, ça peut avoir aussi des conséquences sur les prix à la consommation et avec l'enchaînement que cela peut provoquer. Donc voilà, donc cela dit, le pire n'est pas toujours certain. Bon. Oui, donc ça mérite de le répéter. Voilà, donc il faut être prudent, bien sûr, dans les prévisions que l'on peut faire, bon, et être attentif aux évolutions possibles. On le voit sur l'année 2018, il y a déjà un acquis de croissance de 1,3. On voit que les résultats du troisième trimestre devraient être meilleurs que les résultats du premier et du second trimestre. La Banque de France a estimé à 0,4. Bon, on attend bien sûr les chiffres de l'INSEE, mais on voit que les troisième et quatrième trimestres devraient être meilleurs que les premiers et deuxièmes. Bon, donc le consensus des économistes se situe autour de 1,6, 1,7. Bon, ce qui nous fait dire que le 1,7 reste crédible. Sur 2019, ça reste plausible avec ce degré d'incertitude qui est plus fortement marqué sur l'année 2019, compte tenu que les tensions peuvent s'accroître. Bon, voilà, il y a la présidence américaine, à partir de ces décisions, peut entraîner un certain nombre de conséquences qui peuvent être effectivement négatives.
pour le reste du monde, bon, y compris d'ailleurs peut-être pour les États-Unis eux-mêmes, bon, si ça provoque une inflation plus forte, qui peut être ressentie aussi par les citoyens américains, hein, donc avec des conséquences donc sur le niveau d'activité dans le pays. Sur votre deuxième question, il ne m'appartient pas de qualifier, donc je resterai sur la réserve. Il faut analyser la situation, non pas trimestre par trimestre, il faut, je crois, attendre ce que donneront les résultats de la fin d'année. Il est vraisemblable que nous terminerons la fin de l'année pratiquement à la prévision du gouvernement, ou très proche de la prévision du gouvernement, à 1,7 au moment de la loi de finances initiale pour 2018. Bon. Alors, vous savez, on a souvent l'habitude de commenter au jour le jour les prévisions de croissance. Bon, des fois, je vois le débat qui peut exister, y compris à 0,1 point près. Bon, il faut avoir un peu de recul par rapport à cela, surtout quand on peut constater, des fois 2 années après, que l'INSEE révise, et parfois dans des proportions beaucoup plus importantes que le 0,1 en question. Bon, donc voilà, il faut je crois, pour notamment apprécier l'année 2018, attendre les résultats des 3e et 4e trimestres. C'est vrai que les facteurs psychologiques peuvent avoir leur importance, bon, y compris au début de l'année 2019, bon, par rapport à un certain nombre de décisions prises. Vous avez une part irrationnelle dans l'économie et dans le comportement des acteurs économiques. Bon, donc ça peut avoir effectivement quelques conséquences. Sur l'intérêt de réparer la toiture quand le soleil brille, je le confirme. C'est toujours mieux, effectivement, de profiter d'un climat plus favorable pour redresser la situation structurelle des comptes publics. On se rend compte que la France ne trouve jamais le moment toujours adéquat, quoi. Lorsque la croissance est plus forte, eh bien, il y a effectivement des besoins forts qui s'expriment. Et puis, quand la conjoncture est moins défavorable, on dit que ce n'est pas le moment, effectivement, de resserrer. Donc voilà. Mais nous continuons de penser, en tout cas au niveau du Haut Conseil, nous avons eu l'occasion de l'exprimer d'ailleurs dans la conclusion de notre avis, que quand par beau temps, c'est toujours préférable de réparer la toiture. Bon, les conditions sont meilleures que lorsqu'il fait mauvais temps. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai déjà 8 inscrits. Le premier est Emmanuel Capus, suivi de Roger Carucci. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'avais 2 questions, effectivement. L'une sur le bras préventif et l'autre sur la notion d'effort structurel. Vous avez dit, sur la première question, sur le volet préventif, on est sorti du volet correctif et on est donc sorti de la procédure des 3% de déficit effectif. Et vous avez rappelé du coup qu'on était passé dans une phase, normalement, où on doit réduire nos dépenses, notre déficit structurel de 0,5 points de déficit. Je dirais même que la Commission européenne nous recommande même, compte tenu de notre situation, de plutôt viser les 0,6, dans ce qui est notre cas particulier. Problème, ce budget prévoit de réaliser un effort de seulement 0,1, vous l'avez rappelé, point cette année, et 0,3 l'année suivante, avec les réserves que vous avez même émises, nous indiquant que c'est peut-être même 0,2. En tenant compte de la marge de tolérance, nous sommes donc loin des clous. Dans votre avis, vous estimez que les ajustements structurels prévus ne sont pas conformes aux règles du bras préventif. Dans ces conditions, est-ce que vous pensez que nous risquons l'ouverture d'une procédure de déviation significative? Et si oui, à quelle échéance? Ma deuxième question, comme je vous l'ai dit, elle porte sur la notion d'effort structurel. Je la
pose, d'autant plus que le rapporteur général n'est pas là, et qu'il avait lui-même soulevé la question de la différence de définition entre la France et l'Union européenne sur la notion d'effort structurel. Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas temps d'en finir, qu'il n'est pas le moment d'en finir avec cette différence de définition entre les règles de l'Union européenne et les nôtres sur la notion d'effort structurel? Voilà mes deux questions. Merci Emmanuel. Roger Carucci, puis Vincent Capo-Canella. Oui, Monsieur le Président, comme toujours dans cette commission des finances, on est un peu, non pas surpris, mais toujours à se demander si ça a du sens. Pour les optimistes, cette année, on fait un 7. Pour les pessimistes, on fait un 6. Pour l'Union européenne, on fait en réalité 2,5 et certains États sont à 3,5. Et on se dit, mais c'est l'épaisseur du trait, un 6, un 7. Vous dites vous-même que l'INSEE parfois corrige et au-delà. Ce qui veut dire qu'en réalité, on s'habitue à l'idée que quand c'est bien, c'est un 7, on est quand même dernier. À un 6, on est aussi dernier d'ailleurs. Et on se dit, mais puisque on n'arrête pas de nous dire, le Parlement doit moins légiférer et plus interpeller. Alors interpellons. Qu'est-ce que nous faisons pour faire en sorte de ne plus être à un 6 ou à un 7 si tout va bien, mais à 2,5? Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire? Non plus pour dire, comme j'entends très bien d'ailleurs, M. Darmanin, vous dire que c'est sincère, qu'il fait un gros effort de sincérisation. Je ne sais pas si le mot existe, mais enfin il l'utilise. Mais tout ça est fort sympathique, et tant mieux que nos comptes soient sincères. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que la France ou le gouvernement s'est habitué à se protéger dans une situation qui est finalement dramatique, parce qu'en étant dernier, bien sûr, un 6, un 7, c'est mieux que la croissance potentielle. Mais ça veut dire que comme les autres ont une croissance supérieure, en compétitivité, nous perdons chaque fois des parts. Ça veut dire que, très clairement, quand vous dites, Monsieur le Président, il y a des éléments de tension internationale, il n'y a pas beaucoup de raisons pour que le prix du pétrole ou du gaz baisse l'année prochaine. Il n'y a pas beaucoup de raisons pour que les tensions commerciales, si on en croit les uns les autres à l'ONU, s'arrangent d'un coup. Ce qui veut dire qu'on peut avoir une inflation plus forte, qu'on peut être dans la compétition dans des conditions beaucoup plus difficiles. Est-ce que le Haut Conseil n'envisage pas de, j'allais dire, de tirer la sonnette d'alarme pour le gouvernement en disant, franchement, un 6 ou un 7, quand les prévisions sont ce qu'elles sont aujourd'hui en matière d'inflation, en matière de déficit structurel, en matière de déficit tout court par rapport au niveau européen, est-ce que nous ne sommes pas en train de prendre une pente extraordinairement dangereuse tout en se disant c'est moins pire que ça n'aurait pu l'être? Merci mon cher Roger. Vincent Capo-Canella, puis Marc Laménie. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, vous nous avez livré un tableau impressionniste avec des éléments positifs, des éléments d'incertitude. Je voulais éclairer certains aspects, notamment sur la question que vous avez traitée un peu par le biais, si vous me passez cette expression, en évoquant l'ajustement structurel, le déficit structurel. Enfin, je viens à la question de la dépense publique et du niveau de dépense. Parce que vous nous dites à la fois que cette année, on est sur une progression de 0% en volume, si j'ai bien écouté, et en même temps que on ne sera pas dans le niveau de nos engagements européens et que, Roger Carucci vient de le dire, quand on se compare, effectivement, on se désole. Voilà, donc quelle est votre appréciation sur la baisse nécessaire du niveau de dépenses? Et on a reproché aussi au gouvernement d'utiliser le rabot. Est-ce qu'il y a un certain nombre de pistes qui vous paraissent, à court terme, pouvoir être mises en œuvre pour parvenir au respect de nos engagements européens? Merci Marc Laménie, puis Didier Rambaud. Ensuite, on fera une petite pause. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, merci beaucoup de vos différentes analyses, particulièrement
qui nous éclaire toujours beaucoup. Concernant l'intégration au niveau de l'endettement, vous l'avez évoqué également, la dette sur le budget de l'État. Et naturellement, vous avez évoqué l'intégration notamment de la reprise de la dette de SNCF Réseau. Donc, quelles sont les perspectives à venir? Parce que la dette de SNCF Réseau, c'est un problème aussi crucial qu'on a largement évoqué aussi dans d'autres débats. Quelles sont les perspectives d'évolution justement avec l'intégration de cette dette de SNCF Réseau? Également, concernant les économies prévues en 2019 sur le budget de l'État, il y a la mission cohésion des territoires, moins 1,2 milliard d'euros, notamment sur les aides au logement, donc c'est quand même pas simple. Puis également, la mission travail et emploi qui est impactée d'une réduction de moins 2,1 milliard d'euros. Dans ces répartitions, dans ces économies-là, c'est sûr que c'est pour qu'il y ait l'accroissement de crédit sur d'autres missions, mais quand même, on peut aussi s'interroger à ce niveau-là sur ces deux missions qui sont quand même fortement impactées. Et puis également, il y a une augmentation de 1,5% des dépenses de personnel, et notamment qui impacte les prélèvements sur les recettes au profit de l'Union européenne. Et c'est vrai que à ce niveau-là, ça impacte aussi quand même le budget de l'État. Et ma dernière question, quand je faisais modestement partie de la Commission des affaires sociales, au niveau de la loi de financement de la sécurité sociale, on évoquait aussi souvent la CADES, au niveau de la dette. Et je sais que c'était pas simple. Quelles sont les perspectives au niveau aussi de la CADES? Je vous remercie. Merci Marc. Didier Rambaud. Merci. Trois questions. La première, revenir sur celle qui a été un peu posée par le président Eblé concernant le contexte international et toutes ces incertitudes effectivement qui sont liées au contexte international. Je voudrais savoir comment sont évaluées les pertes liées aux tensions sur le commerce international, compte tenu un petit peu de toutes les divergences qu'on entend entre les économistes. Et récemment, j'ai lu celle de Paul Krugman qui lui, modérait ce risque. Une question sur l'ajustement structurel. Vous appelez donc à un ajustement structurel plus fort. Toutefois, on sait bien que tous les effets positifs de ces réformes structurelles n'apparaissent pas immédiatement, mais qu'elles ont pour effet immédiat de dégrader la demande globale et donc le chômage. Donc, une question peut-être un peu simple, mais éventuellement, quel niveau d'équilibre proposez-vous pour avoir une trajectoire de baisse de la dépense publique sans être négatif pour la croissance? Et enfin, une question sur la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, qui a mis en place un nouveau principe budgétaire qui consiste à affecter toute bonne nouvelle de recettes à la baisse du déficit. Donc je voulais savoir si vous aviez déjà un point d'étape sur ce nouveau principe budgétaire et éventuellement votre commentaire sur ce principe. Merci. Merci Didier. Président, ça fait déjà une belle série. Merci beaucoup. Alors il y a des questions et des observations qui peuvent concerner le Haut Conseil des finances publiques et d'autres qui dépassent très largement le cadre de sa mission. Le Haut Conseil ne rentre pas dans le détail de la loi de finances pour 2019 et ne peut porter d'appréciation sur chacune des missions qui sont présentées. D'ailleurs, la totalité de la loi de finances pour 2019 n'a pas été portée à la connaissance du Haut Conseil, puisque nous devons exprimer notre avis avant le passage en Conseil des ministres et lorsque nous délibérons tous les arbitrages
sur certaines dépenses ne sont pas encore totalement effectuées. Bon, donc voilà, donc je ne peux pas répondre sur un certain nombre de questions précises qui ont été posées. Ce que cherche à regarder le Haut Conseil, c'est la cohérence. Bon, est-ce que ça paraît crédible compte tenu du scénario macroéconomique qui est présenté par le gouvernement et compte tenu de ce que nous pouvons constater à partir de l'exécution sur 2018, en liaison bien sûr avec la Cour des comptes. Donc voilà, a priori, dans ce qui est présenté, aussi bien en recettes qu'en dépenses, ça semble être tout à fait plausible, sauf bien sûr réalisation ou concrétisation d'un certain nombre de risques sur 2019 qui pourraient affecter la croissance et qui, du coup, nécessiteraient à ce moment-là de réviser les choses. Le sujet soulevé par un certain nombre d'entre vous, il est... alors, non pas tant effectivement sur les hypothèses de croissance à 1,6, à 1,7, il est surtout celui de la croissance potentielle de la France. Bon, et celui de son niveau de compétitivité. Bon. Et chacun reconnaît que la croissance potentielle mériterait d'être plus élevée. Bon, et que la compétitivité de la France mériterait d'être renforcée. Bon, on voit bien ces fragilités. Bon, alors, que faut-il faire pour renforcer la croissance potentielle? Là, pareil, ce n'est pas dans la mission du Haut Conseil que de le décider. Ça ne peut passer que par des réformes de structure qui effectivement peuvent mettre un peu de temps à donner des résultats. Le sénateur Didier Rambaud l'a dit effectivement. Bon, d'ailleurs, le gouvernement, dans son projet de loi de programmation, dans ce qui est devenu la loi de programmation, prévoit une augmentation de la croissance potentielle en fin de période. Bon, estimant qu'un certain nombre de mesures structurelles qu'il propose devraient avoir pour conséquence d'augmenter la croissance potentielle de la France. Bon, donc voilà, on voit bien que c'est le sujet de la France. Bon, faire en sorte que sa croissance potentielle soit plus élevée qu'elle ne peut l'être aujourd'hui. Ça nécessite des réformes de structure qui concernent à la fois l'État, la sécurité sociale, les collectivités territoriales, mais pas seulement. Bon, tout n'est pas qu'une question, bien sûr, de finances publiques. Bon, il y a aussi d'autres éléments qui peuvent être pris en considération pour augmenter la croissance potentielle. Sur l'équilibre n'est pas toujours facile à trouver parce qu'effectivement, à partir du moment où vous prenez un certain nombre de mesures pour redresser les comptes publics, certaines peuvent avoir un effet récessif. Bon. Donc il faut pouvoir, d'où l'intérêt de prendre ces mesures structurelles lorsque la conjoncture s'améliore. Bon. Pour éviter justement que ces conséquences un peu négatives se traduisent trop fortement, notamment pour l'ensemble des acteurs économiques. Voilà, donc c'est pour cela qu'on insiste sur l'intérêt de profiter d'une bonne conjoncture, tout au moins d'une meilleure conjoncture, pour faire ces réformes structurelles. Après, sur le bon équilibre à trouver, je dirais que c'est de la responsabilité des politiques. C'est à eux qu'il revient d'arbitrer et de décider. Sur la mesure qui consiste à considérer que toute bonne nouvelle doit pouvoir réduire le déficit,
cela va dans le bon sens. Bon, tout ce qui peut améliorer le niveau de déficit à la baisse va tout à fait dans le bon sens. Avant de répartir, il importe effectivement de pouvoir redresser les comptes publics pour retrouver ensuite les marges de manœuvre nécessaires, notamment au moment où il y aura un retournement ou un ralentissement de la conjoncture. C'est là où on voit la fragilité d'ailleurs de la situation des finances publiques françaises. Bon, nous avons réduit le déficit nominal compte tenu d'une croissance plus élevée, mais le déficit structurel reste élevé. Lorsque vous regardez le déficit nominal, on peut arriver en 2019 à un résultat que la France n'a pas connu depuis une vingtaine d'années presque. Donc on peut se dire c'est formidable. Sauf qu'entre-temps, on a pris 30 points de PIB en augmentation de dette. Bon, donc voilà, il faut relativiser la situation et d'où l'importance, même si ce sont des définitions, des concepts qui sont plus difficiles à manier et qui font l'objet de beaucoup d'échanges et de discussions entre les économistes. La définition de la croissance potentielle, de l'écart de production, bon, tout cela, autant d'économistes, autant de points de vue. Donc ça n'est pas toujours facile, mais on voit bien qu'il est important de raisonner au-delà de la conjoncture. Bon. Et qu'une appréciation du structurel est importante. Alors, c'est vrai que la Commission raisonne plus en ajustement structurel. L'ajustement structurel prend en compte l'élasticité des recettes. Bon, la Commission, comme d'ailleurs le Haut Conseil des finances publiques, aime bien le concept d'effort structurel, qui est plus proche de l'effort réel. On voit bien qu'une règle en dépenses peut avoir un intérêt pour apprécier la réalité de la situation des finances publiques dans un pays. Alors ça fait partie des réflexions. Aujourd'hui au niveau européen, le CAE aussi, qui est auprès du Premier ministre, y réfléchit aussi. Bon, peut-être qu'il y aura un certain nombre de propositions qui seront faites au niveau européen si l'Europe n'est pas elle-même en situation de blocage. Sur ces sujets-là, le risque n'est pas faible de ce point de vue-là. Alors, sur la procédure de déviation significative, il y a en fait beaucoup de pays qui dévient de la trajectoire recommandée dans le volet préventif. Pour le moment, la Commission n'a ouvert aucune procédure. Par rapport à la situation française, on a pu voir que la Commission prenait sa marge d'interprétation par rapport aux règles européennes pour apprécier la situation française. Le commissaire européen avait évoqué les 0,3 d'efforts structurels. Bon, c'est-à-dire un peu en dessous des 0,5 ou des 0,6 proposés. Alors encore faut-il que le 0,3 soit un vrai 0,3. Bon, à la suite de notre observation, j'ai pu voir que le ministre, peut-être qu'il l'a dit aussi devant votre commission, envisageait la possibilité que le cinquième acompte devienne pérenne. Bon, à ce moment-là, si c'est une mesure qui n'est plus temporaire, elle peut rentrer dans la définition de l'effort ou de l'ajustement structurel. Bon, et là, on retrouve les 0,3. Bon, cela dit, pour le moment, tel que c'est présenté dans le projet de loi de finances, c'est une mesure temporaire. Bon, et donc, nous ne pouvons pas, nous, la comprendre
comme rentrant dans l'effort structurel. Voilà, on verra. Nous raisonnons au niveau du Haut Conseil par rapport à des textes, sans aucune marge d'interprétation, mais parce que nous sommes un Haut Conseil composé d'experts qui n'a pas capacité d'interprétation. Nous ne sommes pas une autorité politique. La Commission est une autorité politique. Donc elle a cette capacité d'interprétation et d'appréciation. Bon, et c'est un échange entre responsables politiques. Bon, alors il faut attendre, puisque les éléments du budget de la France sont portés à la connaissance de la Commission, je crois, autour du 15 octobre. Et donc nous verrons ce que dit la Commission. Mais on voit bien qu'il y a eu des échanges entre la Commission et le gouvernement français. Voilà, je crois avoir sur la dette et la dette de la CADES. Le gouvernement a annoncé hier la confirmation de la résorption de la dette sociale à l'horizon 2024, et donc la fin de la CADES, dont la fin ne serait pas reportée une fois de plus. Bon, ça a été fait malgré le transfert des 15 milliards de l'ACOS à la CADES. Mais on voit bien qu'à partir du moment où les taux d'intérêt peuvent remonter, il est dangereux de laisser porter par l'ACOS cette dette. Il vaut mieux qu'elle soit gérée directement par la CADES, qui a été faite pour ça d'ailleurs, et qui peut donc négocier et se situer dans le cadre d'une politique définie, quoi, et des missions définies. La COS, c'est fragile parce que ce sont des emprunts à plus court terme et qui sont donc beaucoup plus dépendants de l'évolution des taux d'intérêt. Et on sait qu'à partir du moment où la BCE va petit à petit mettre fin à sa politique actuelle, ça aura des conséquences sur les taux d'intérêt au jour le jour ou à court terme. Voilà, donc c'est plutôt une mesure là qui va dans le bon sens. La Cour des comptes, là je m'exprime en tant que Cour des comptes, avait recommandé très fortement d'ailleurs cette gestion par la CADES, en prévoyant les recettes, bien sûr, qui sont prévues à cet effet, mais avait pointé le risque de faire porter par l'ACOS une dette de plus en plus élevée. Merci, Président. Alors, nous avons encore, pour le moment, 4 inscrits. Christine Lavarde, Arnaud Bazin, Philippe Dallier, Jean-Marc Gabouty. Christine. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président du Haut Conseil, peut-être allez-vous me répondre que c'est le premier président, lorsqu'il viendra nous présenter le rapport sur les finances publiques locales, qui pourra apporter réponse à mes questions, mais je les pose quand même, puisque dans la note de synthèse, vous laissez sous-entendre que la décélération du rythme de croissance des dépenses de fonctionnement serait liée pour partie, alors sans apprécier le niveau relatif de cette partie, au dispositif de contractualisation mis en place par l'État avec les principales grandes collectivités. J'ai envie de vous demander si vous avez regardé si cette décélération de la croissance n'est pas due tout simplement à la diminution des dotations reçues par ces collectivités via la contribution au redressement des finances publiques. Et c'est finalement, ce n'est pas le mécanisme de rabot antérieur qui aujourd'hui apporte des effets sur le long terme plutôt que le dispositif de contractualisation. Et donc ma seconde question porterait sur l'investissement. Dans la note de synthèse, vous faites explicitement allusion au rythme cyclique des dépenses d'investissement des collectivités. Et sur le graphique, la courbe s'arrête en 2018. On voit bien, quand on regarde les cycles antérieurs, qu'on a une croissance, on va dire, sur 2 à 3 ans, puis une baisse assez significative. Donc aujourd'hui, le point d'inflexion pour le cycle qui nous concerne pourrait être l'année 2019. On part de beaucoup plus bas que pour les cycles antérieurs. Donc quelles sont vos perspectives, enfin, les conséquences en fait globalement sur l'économie nationale, alors même que les collectivités locales sont les principales pourvoyeurs de l'investissement public? Merci Christine. Arnaud Bazin.
Merci Monsieur le Président du Haut Conseil. Vous nous avez évoqué l'ensemble des incertitudes d'ordre international qui pèsent sur vos prévisions, sur les prévisions de croissance pour l'année prochaine. On a bien compris que dans ces conditions, on ne peut pas retenir des hypothèses chiffrées qui puissent s'y imputer. Mais vous avez aussi évoqué ce qui va se produire au début de 2019, c'est-à-dire la mise en place de mesures propres à la France qui vont trouver à s'appliquer. Parmi celles-ci, il y a la retenue à la source de l'impôt sur le revenu. Alors si chacun sait que, in fine, on recalculera l'impôt ménage et que c'est une pure affaire de trésorerie, il a été quand même fortement évoqué que cette nouvelle modalité pourrait avoir un impact psychologique sur des acteurs économiques dont on sait par ailleurs que le comportement n'est jamais rationnel. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Je voulais donc, en outre, il semble que le gouvernement ait pris conscience de ce risque. Ça peut peut-être expliquer les atermoiements du président de la République, mais ça explique surtout qu'on ait augmenté dès janvier les remboursements de crédits d'impôt pour justement essayer de limiter ce risque. Je voulais vous demander quel était votre avis d'abord sur l'importance de ce risque, comment est-ce que vous l'avez apprécié, puisque vous en avez parlé de façon un peu allusive, et mais ça me paraît bien compliqué de le dire dans le mar de café, il a été fait une tentative de le chiffrer. Merci à Arnaud Bazin. Philippe Dallier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, comme Christine Lavarde, je ne résiste pas à la tentation de vous interroger sur les finances des collectivités territoriales. Vous l'avez un peu évoqué pour 2019, mais il y a aussi la suite. Je dois vous dire que j'étais un peu chagriné ce matin de lire dans un article de presse que finalement, et pour limiter les risques, si l'article est fidèle à ce que vous en pensez, voilà pourquoi je vous interroge, que vous préfériez la méthode Hollande que la méthode Macron. C'est-à-dire que pour garantir le résultat, autant faire baisser les dotations de manière brutale, au moins on est certain, plutôt que la contractualisation qui est en place, qui est une autre méthode. Certes, elle a des cette méthode. Oui, ça peut plaire à notre collègue pour une fois, mais on va peut-être le réconcilier avec la Cour. Mais plus sérieusement, si cette contractualisation pose des questions, il y a cependant le mécanisme de N+1, c'est-à-dire que vous n'avez pas tenu l'objectif, on vient reprendre 75% ou 100% du différentiel. Voilà, alors j'étais surpris de vous entendre, si c'est bien le cas, de vous entendre vanter les vertus de la méthode du rabot, puisque quand même, très souvent, vous avez appelé les gouvernements à engager de vraies réformes. Et vis-à-vis des finances des collectivités territoriales, je pense qu'en matière de limitation de leurs dépenses, il faudrait d'abord englober ça dans une réforme de la DGF et des dotations de péréquation, regarder les charges de chacune d'elles et les traiter de manière assez différenciée. En tous les cas, c'est plutôt le schéma dans lequel je me situe. Et donc voilà, je voulais vous interroger sur ce que j'ai lu, mais peut-être que l'article de l'opinion n'était pas tout à fait conforme à ce que vous pensez réellement. Merci à Philippe Dallier. Jean-Marc Gabouty. Merci. Oui, Monsieur le Président, je vais revenir sur la croissance 2019 et les prévisions de croissance 2019 et sur l'un des paramètres de la croissance qui est la consommation des ménages. Dans les chiffres qui sont avancés, on constate une évolution de la masse salariale de 3,5% et, suivant les prévisions gouvernementales, une baisse sensible du taux d'inflation. Donc ce qui laisserait supposer, je dirais, une masse financière disponible qui peut s'orienter soit vers la consommation, soit vers l'épargne. Et dans la mesure où on ne prévoit pas de croissance supérieure en 2019 qu'en 2018, dois-je en conclure qu'on prévoit une augmentation du taux d'épargne sur l'année 2019. Et question complémentaire, vous avez indiqué que, à juste titre je crois, que le décalage existant entre l'augmentation des charges et la réduction des charges sur les ménages avait effectivement généré une stagnation de la consommation des ménages, donc qui avait été défavorable au taux de croissance sur le premier semestre. On va opérer nécessairement un rattrapage, c'est-à-dire une opération inverse, avec des réductions de charges, taxes d'habitation, cotisations salariales sur
effectivement sur les salaires à l'automne, et puis ce qui était évoqué, qui est une correction du gouvernement, la mise en place qui peut avoir des effets psychologiques, mais qui a aussi des effets financiers, c'est-à-dire le préfinancement à hauteur, je crois, de 60% d'une partie des déductions fiscales au 15 janvier dans le cadre de l'impôt à la source. Ce sont des éléments qui semblent plus favorables à la consommation. Donc peut-on estimer que le premier semestre 2019 va avoir une trajectoire inverse pour des raisons de rétablissement, une trajectoire inverse de celui constaté au premier semestre 2018. Donc en conclusion, est-ce qu'une amélioration plus sensible de la consommation des ménages en 2019 ne pourrait pas générer un taux de croissance légèrement plus élevé, toutes choses égales par ailleurs? Merci à Jean-Marc Gabouty. Et last but not the least, Claude Rénal. Non, intervention très courte, Monsieur le Président, ce coup-ci, pour cette année, pour une première fois, si je puis dire. D'abord, pour dire que je partage l'avis de Christine Lavarde, mais ce sont plutôt des propos, me semble-t-il, qui sont des propos tenus par le gouvernement que par la Cour, sur l'idée que nous aurions tout de suite là des résultats extraordinaires sur les collectivités locales qui seraient dus à la contractualisation. Donc je pense qu'effectivement, c'est plutôt l'impact des mesures précédentes sans doute. Je vais montrer que j'ai les meilleures relations avec la Cour. Je voudrais rappeler que le Président, mais il le fera, était intervenu sur la question de notre camarade Dallier, ami, collègue Dallier, en indiquant qu'un des soucis, c'était de savoir si finalement les résultats qui seraient accumulés dans les collectivités du fait de la diminution des dépenses seraient bien finalement utilisables. C'était ça la question, ou s'ils ne seraient pas utilisés par les collectivités pour augmenter l'investissement. Je crois que c'était ça qui avait été dit l'année dernière, mais je ne voudrais pas... voilà. Donc, est-ce que vraiment ça participe de l'effort collectif en finale? Bon. Moi, je voudrais dire simplement et rappeler toujours que je reste toujours un peu... Ce sera la dernière fois que je l'évoquerai, sur les derniers avis du Haut Conseil et puis l'avis d'aujourd'hui. Moi, j'aurais été ravi, en 2016, d'avoir finalement comme mot clé plausible. Ah, et je rappelle qu'en 2016, concernant le PLF 2017, l'avis était optimiste. Ça, bon, c'est vrai, à 1,5 c'était optimiste, on a fait 2,2. Et puis, avec une phrase terrible, le scénario de croissance tend à s'écarter du principe de prudence. C'était une phrase tout à fait redoutable. Alors, je lis avec plaisir pour ce nouveau gouvernement qu'en tout cas, il y a beaucoup de prudence et que le terme plausible est donc devenu la règle. Et donc, voilà, je voudrais encore une fois saluer prudence nouvelle, si je puis dire, du Haut Conseil sur ces questions. Mais c'est vrai, et vous l'écrivez maintenant, d'ailleurs depuis l'an dernier, beaucoup plus, que la croissance en particulier, c'est un sujet qui, sincèrement, on le sait tous, est très compliqué à évaluer. On peut avoir des phénomènes de descente très rapides, des phénomènes de relance très rapides, et je reconnais que l'exercice est extrêmement compliqué. Merci Claude Rénal. Monsieur le Président, vos retours sur ces différentes interventions. Oui, je ne veux pas revenir sur nos avis antérieurs. Il faut toujours les resituer dans le contexte. Et ce que nous avions dit, en tout cas, c'est compte tenu du scénario macroéconomique présenté par le gouvernement, le scénario de finances publiques était improbable dans sa réalisation. Alors ça avait effectivement surpris, mais je crois que ce qui s'est passé depuis l'a fortement démontré. Donc voilà, c'était pas tant sur les hypothèses macroéconomiques que le Haut Conseil s'était exprimé, puisque même si on pouvait considérer
dans le contexte de l'époque, ça pouvait être optimiste. Bon, le Haut Conseil avait d'ailleurs assez vite rectifié là, et en avance par rapport au consensus des économies sur l'appréciation même de la croissance. Mais c'était compte tenu du scénario macroéconomique, la crédibilité du scénario de finances publiques était vraiment difficile à cerner bon, et à croire. Bon. Donc, et on le voit bien avec les résultats sur 2017, puisque le résultat était à peu près celui qui avait été annoncé en loi de finances pour 2017, mais avec une conjoncture totalement différente. Bon, le scénario avait été construit avec une hypothèse de croissance à 1,5. Il a fallu 2,3 de croissance pour y arriver. Bon, ça montre bien qu'il y avait un problème quand même. Bon, dans la construction de la loi de finances pour 2017. Voilà. Donc sur sinon sur les questions que vous me posez, en fait aucune ne concerne le Haut Conseil des finances publiques. Donc je ne peux pas y répondre en tant que président du Haut Conseil là, des finances publiques. Alors, je peux juste faire une parenthèse, et je peux avoir l'occasion d'ailleurs de venir devant vous présenter le rapport sur les finances locales. Moi, je suis tout à fait à votre disposition. Nous, qu'est-ce que dit ce rapport? Il dit que la réduction des dotations sous le quinquennat précédent a eu effectivement les résultats escomptés par le gouvernement de l'époque, à savoir une plus grande maîtrise de la dépense. Ça a eu pour conséquence un ralentissement de la dépense, une baisse d'ailleurs des dépenses d'investissement et un ralentissement aussi des dépenses de fonctionnement et des dépenses de personnel. Bon. Donc à partir du moment où c'était l'objectif, bon, nous pouvons constater que cet objectif-là a été atteint. L'actuel gouvernement propose un dispositif de contractualisation. La Cour observe que sur l'année 2018, l'année 2019, il n'y a pas lieu de penser, a priori, que ce qui est prévu par le gouvernement ne sera pas tenu. On voit bien y compris sur les premiers chiffres que nous avons sur 2018, il y a une poursuite d'une plus grande maîtrise des dépenses de fonctionnement, même si ça peut repartir sur l'année, notamment 2017, un peu à la hausse, mais pour partie aussi compte tenu d'un certain nombre de décisions qui ont été prises par l'État et qui ont des conséquences sur les budgets locaux. Ce que nous disons, c'est que la situation globalement, là aussi, financière des collectivités territoriales s'améliore. Bon. Et que si on se projette 5 ou 6 années en avant, la question se pose de savoir ce que feront les collectivités locales de ces marges de manœuvre reconstituées. Et la question qui a été posée, mais sans qu'il y ait de recommandation d'ailleurs à ce titre de la Cour, la question qu'elle dit, c'est si il est toujours aussi nécessaire de maîtriser l'évolution de la dépense publique, le gouvernement en place devra s'interroger sur le bon mécanisme, bon, sans que nous apportions quelques commentaires supplémentaires que ce soit. Nous n'avons pas à dire que tel dispositif est bon ou tel dispositif est mauvais. Ce que nous regardons, c'est si le dispositif, enfin si l'exécution du dispositif correspond à l'objectif que s'était assigné ce dispositif. Hein. Voilà, donc nous ne disons pas qu'il y a, pour reprendre votre expression, que la méthode précédente était supérieure à la méthode actuelle. Bon, ou que la méthode actuelle est supérieure. Ce que nous constatons en tout cas, c'est qu'il n'y a plus de réduction
dotations de collectivités, il y a un objectif d'évolution de la dépense qui est fixé en loi de finances, et puis il y a une contractualisation avec quelques grandes collectivités. Donc voilà, il faudra voir dans le temps comment tout cela, bien sûr, s'exécute. Sur le prélèvement à la source, le Haut Conseil n'a pas instruit. La Cour des comptes, dans un de ses rapports, avait regardé ce dispositif et avait dit qu'il y avait une petite incertitude sur le rendement du prélèvement à la source sur 2019 possible, mais aussi bien à la hausse qu'à la baisse d'ailleurs, autour de 2 milliards. Pour le moment, personne ne peut dire avec certitude ce qui se passera exactement. Le gouvernement prévoit d'ailleurs un taux de collecte légèrement inférieur à celui qui existe aujourd'hui, compte tenu des petites incertitudes qu'il peut y avoir en début d'année. Alors après, quel sera un peu l'impact ? Est-ce qu'il y aura un comportement de prudence ? C'est difficile à dire. Pour ceux qui sont mensualisés, ils auront en fait une mensualité moins importante, puisqu'elle sera sur 12 mois et non pas sur 10 mois. Donc ça peut avoir un effet psychologique là, dans le bon sens. En revanche, pour tous ceux qui peuvent bénéficier de crédits d'impôt, c'est vrai qu'il pouvait y avoir des incertitudes plus fortes avant que d'autres arbitrages soient rendus sur le remboursement des crédits d'impôt anticipés à la fin du mois de janvier. Alors tout ça, comment ça va s'exécuter, se réguler ? Je crois que personne ne peut le dire aujourd'hui avec certitude. Vous savez, sur le rendement on le voit aujourd'hui, de l'impôt sur l'immobilier qui s'est substitué à l'ISF, on voit qu'il y a en fait un produit plus important qu'il n'avait pu être anticipé. Donc voilà, il faut parfois relativiser un certain nombre de prévisions qui peuvent être faites à un moment donné. C'est l'avantage que peut avoir la Cour en raisonnant a posteriori. C'est plus facile, je le reconnais. Sur la croissance et la consommation, là aussi, c'est difficile de dire les choses avec certitude. Dans le scénario du gouvernement, il y a une reprise il y avait une augmentation du taux d'épargne sur 2018 par rapport à 2017 et une stabilité du taux d'épargne en 2019. Ce que normalement on pourrait concevoir que la consommation devrait être un peu plus favorable sur le premier semestre 2019. Là, je confirme ce que vous avez dit, que le premier semestre 2018, parce qu'il peut y avoir moins d'inflation. Alors, tout dépend là aussi de l'évolution du prix du baril de pétrole. C'est soumis aussi à cela. Et dans le scénario du gouvernement, il y a l'effet positif des baisses des cotisations en fin d'année 2018, qui peuvent donc avoir un effet sur le début de l'année 2019. Et puis il y a d'autres mesures aussi qui sont prises, mais il y a quelques facteurs négatifs qui pourront peser aussi, le prix du pétrole avec les conséquences, et puis les sous-indexations des retraites qui peuvent aussi avoir un effet psychologique par rapport à la consommation. Tout ça, c'est assez difficile d'anticiper. On sait qu'il y a des risques. Ils peuvent jouer en fonction des comportements des ménages à la hausse ou à la baisse. Donc c'est encore un peu trop tôt pour avoir des certitudes là-dessus. Les explications ne sont pas non plus totalement complètes sur ce qui s'est passé exactement au premier et au deuxième trimestre. On a des explications, je les ai rappelées. Peut-être que l'INSEE, d'ici quelques temps, apportera une petite révision par rapport aux estimations actuelles. Ça on n'en sait rien, parce ils peuvent corriger jusque 2 ans après. Donc voilà. Donc voilà. Sinon,
Oui, pour le reste, ce sont vraiment des... je crois que j'ai presque répondu à tout, même si ça ne concerne pas en tant que tel le Haut Conseil des finances publiques, Monsieur le Président. Voilà pour cette audition de Didier Migaud, président du Haut Conseil des finances publiques. Cet organe indépendant donne un avis sur les différents textes budgétaires de la nation. Et cette année, Didier Migaud a donné un avis plutôt positif sur le budget de 2019. Il juge crédibles les prévisions de croissance du gouvernement. Une croissance qui a été revue à la baisse et estimée à 1,7% de la richesse nationale. Alors le Haut Conseil des finances publiques est également confiant sur le déficit de 2,8% de ce budget. Rappelons que ce déficit est en hausse par rapport à 2018. Cette année, il devrait s'élever à 2,6% de la richesse nationale. Vous pouvez voir et revoir toutes nos émissions sur publicsénat.fr. Bonne journée sur les chaînes parlementaires.